Ce soir de Noël, quand la sonnette a retenti, j'ai compris qu'un dîner pouvait faire revenir les morts. La neige tombait doucement sur Paris. À travers la fenêtre du salon, je voyais les flocons danser sous les réverbères. La table était dressée. Nappe blanche, bougies, porcelaine fine. Tout était parfait. Comme chaque année depuis 10 ans, je passais Noël seul avec mon fils. Je m'appelle Anaïs Durand. J'ai 61 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule bien trop longtemps. Julien finissait de disposer les verres quand la sonnette a résonné dans l'appartement. 22h30. Qui pouvait venir à cette heure, un soir de Noël? J'y vais, maman, a dit Julien en essuyant ses mains sur son tablier. Je continuais à surveiller la dinde au four. L'odeur de romarin et de beurre emplissait la cuisine. J'entendais la porte d'entrée s'ouvrir. Des murmures, puis le silence. Un silence trop long. Quand Julien est revenu dans la cuisine, son visage était pâle. Ses mains tremblaient légèrement. « Maman !» Sa voix était étrange, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Maman, il y a quelqu'un à la porte. » J'ai refermé le four. « Qui est-ce » Il a avalé sa salive. Ses yeux cherchaient les miens. « Il dit qu'il est ton mari. » Le monde s'est arrêté. J'ai senti mes jambes se dérober. « Quoi ?» Il dit qu'il s'appelle Pierre, qu'il est ton mari. Ma respiration s'est coupée. Pierre. Ce prénom que je n'avais plus prononcé depuis 15 ans. Mais mon mari est mort il y a 10 ans. Julien me regardait, perdu. « Maman, il est là. À la porte, il insiste pour te parler. » J'ai posé ma main sur le comptoir pour ne pas tomber. Pierre. Impossible. Pierre avait disparu en 2009, 16 ans plus tôt, sans un mot, sans une lettre, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis allé jusqu'à l'entrée. Chaque pas me coûtait. Julien marchait derrière moi, silencieux. La porte était entr'ouverte. Une silhouette se tenait dans le couloir, sous la lumière froide du palier. J'ai avancé. Et quand j'ai vu son visage, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Pierre, plus vieux, les cheveux gris, les rides profondes autour des yeux. Mais c'était lui, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait abandonné sans explication, l'homme que je croyais mort depuis des années. Mes genoux ont lâché. J'ai senti mes mains se glacer. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la voix de Julien criant « Maman !» avant que tout devienne noir. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur le canapé. Julien tenait ma main. Et lui, Pierre, était assis dans le fauteuil en face de moi, comme s'il n'était jamais parti. Parfois, on croit avoir tourné la page. Et puis la vie vous rappelle qu'il reste encore des chapitres à lire. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un fantôme du passé ? Racontez-moi en commentaire, j'aimerais vous lire. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était le lustre du salon. Les cristaux scintillaient doucement dans la lumière des bougies. J'avais la bouche sèche, mes tempes battaient. « Maman, ne bouge pas !» La voix de Julien, douce, inquiète. Sa main tenait la mienne, ferme et chaude. J'ai tourné la tête lentement, et je l'ai vu. Assis dans le fauteuil que Damien aimait tant, le fauteuil en cuir bordeaux près de la fenêtre, Pierre, mon premier mari, l'homme qui avait disparu de ma vie comme on ferme une porte sans regarder derrière soi. Il me regardait. Ses yeux, ces mêmes yeux verts que j'avais aimés autrefois, étaient remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Regret? Peur? Honte? Anaïs. Sa voix était rauque, vieillie. Je suis désolée. Julien s'est redressé immédiatement. Désolé? Vous débarquez ici un soir de Noël, vous faites perdre connaissance à ma mère, et vous dites que vous êtes désolé? Pierre a baissé les yeux. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Il portait un manteau usé, des chaussures fatiguées. Il avait l'air d'un homme qui avait traversé trop de tempêtes. « Julien », j'ai murmuré, « laisse-nous, s'il te plaît. » Mon fils m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. « Maman, tu ne peux pas, s'il te plaît. » Il a hésité. Puis il s'est levé lentement, sans me lâcher des yeux. Avant de sortir, il s'est tourné vers Pierre. « Si vous lui faites du mal, je vous jure que... » « Julien. » Ma voix était plus ferme cette fois. « Va dans ta chambre. » La porte s'est refermée. Le silence est tombé sur le salon comme une chape de plomb. Dehors, la neige continuait de tomber. On entendait le tic-tac de l'horloge ancienne, celle que j'avais héritée de ma mère. Pierre et moi, seuls. Comme nous ne l'avions plus été depuis le printemps 2009. « Tu veux de l'eau ?» j'ai demandé. Il a hoché la tête. Je me suis levée, les jambes encore faibles, et je suis allée jusqu'à la cuisine. Mes mains tremblaient en remplissant le verre. Je voyais mon reflet dans la vitre noire de la fenêtre.
Une femme de 61 ans, des cheveux gris élégamment coiffés, des rides que je n'avais pas quand Pierre était parti. 16 ans. Il avait fallu 16 ans pour qu'il revienne. Quand je suis revenue dans le salon, Pierre fixait la photo sur la cheminée. La photo de Damien, Julien et moi. Prise à Deauville, l'été 2012. Julien avait 10 ans. Damien souriait, la main sur mon épaule. « Tu t'es remarié », a murmuré Pierre. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, teintée de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Oui, je lui ai tendu le verre. Nos doigts se sont frôlés une seconde. J'ai senti un frisson me parcourir. Pas de désir, non. De colère, de tout ce temps perdu. Il a bu lentement, puis il a posé le verre sur la table basse. Il est mort, il y a 10 ans. Cancer. Pierre a fermé les yeux brièvement. Je suis désolé. Tu es désolé. J'ai répété ces mots et ils sonnaient creux dans ma bouche. Tu disparais pendant 16 ans sans un mot, sans une lettre, sans un signe de vie, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu es désolé. Ma voix montait. Je sentais toute la rage de ces années refaire surface. Sais-tu ce que j'ai vécu, Pierre? Sais-tu ce que c'est de se réveiller un matin et de trouver l'appartement vide? Ton placard ouvert, tes vêtements partis, ton passeport disparu? Il ne disait rien. Il gardait les yeux baissés. J'ai appelé la police. Ils m'ont dit d'attendre 48 heures, puis une semaine, puis un mois. J'ai appelé tous tes amis, ta famille. Personne ne savait rien, ou personne ne voulait me dire. Les larmes commençaient à brûler mes yeux, mais je refusais de pleurer devant lui. J'ai cru que tu étais mort. J'ai fait des recherches dans les hôpitaux, les morgues, j'ai vérifié les accidents, les noyades. J'ai imaginé le pire. Et puis, après des mois, j'ai compris. Tu étais parti volontairement. Tu m'avais abandonné. Sans explication. Comme si nos 7 ans de mariage ne valaient rien. Pierre a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Ce n'était pas comme ça, Anaïs. Alors comment c'était? Il a pris une longue inspiration. Sa voix était brisée quand il a parlé. J'avais des dettes. J'ai cligné des yeux. Quoi? Des dettes. Énormes. J'avais investi dans une affaire avec un homme dangereux. L'affaire a coulé. Il voulait son argent. J'en avais pas. Il a commencé à me menacer, puis à nous menacer. Toi et moi. Mon cœur s'est serré. Il a dit qu'il s'en prendrait à toi si je ne payais pas, qu'il viendrait chez nous, qu'il te ferait du mal. Pierre a passé sa main sur son visage fatigué. Je ne pouvais pas te mettre en danger, Anaïs. Je ne pouvais pas. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis partie. J'ai disparu. Pour qu'il te laisse tranquille. Je restais figée. Les mots résonnant dans ma tête sans que je puisse les ordonner. Tu es parti pour me protéger? Oui. Et tu ne m'as rien dit? Je ne pouvais pas. Si tu savais, ils auraient pu te retrouver à travers toi. Je devais couper tous les ponts. Complètement. J'ai reculé d'un pas. La colère montait. Brûlante. Incontrôlable. Tu ne m'as pas fait confiance. Ce n'était pas une question de confiance. C'était une question de survie. Non, Pierre. Ma voix tremblait. C'était une question de lâcheté. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais parlé. On aurait trouvé une solution ensemble. Mais tu as préféré fuir, me laisser seule, me laisser croire que j'étais folle, que j'avais fait quelque chose de mal, que tu ne m'aimais plus. Il s'est levé brusquement. Je t'aimais, Anaïs. Je t'aimais plus que tout. Alors pourquoi tu ne m'as jamais recontacté? 16 ans, Pierre. 16 ans. Tu aurais pu m'envoyer un mot, une lettre, me dire que tu étais en vie. Quelque chose. Je ne pouvais pas. Pas tant que ces hommes. Et maintenant? J'ai coupé. Maintenant tu peux? Qu'est-ce qui a changé? Il a détourné les yeux. Ils sont morts, ou en prison. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai entendu dire qu'ils ne pouvaient non plus me chercher. Alors je suis revenue. Tu es revenu. J'ai ri amèrement. Après avoir refait ta vie, je suppose? Il a secoué la tête. Je n'ai jamais refait ma vie. J'ai survécu, c'est tout. J'ai vécu comme un fantôme, en changeant de ville, de travail, de nom, sans attache, sans personne. Il a fait un pas vers moi. Je me suis raidie. Anaïs, tu étais la seule chose qui comptait pour moi. Tu es la raison pour laquelle j'ai tenu pendant toutes ces années. L'espoir qu'un jour, peut-être, je pourrais te retrouver. Te dire la vérité. Je le regardais. Cet homme que j'avais aimé autrefois. Cet homme qui avait détruit ma vie en pensant la sauver. Tu as attendu 16 ans pour me dire la vérité. 16 ans pendant lesquels je me suis reconstruite. J'ai rencontré Damien. Je l'ai aimé. J'ai eu un fils. J'ai vécu, Pierre. Sans toi. Mes larmes coulaient maintenant. Et je ne les retenais plus.
Et maintenant, tu débarques ici, un soir de Noël, et tu crois que tout peut s'effacer avec des excuses? Pierre a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Je ne sais pas ce que je croyais. Je voulais juste te revoir, m'assurer que tu allais bien, te demander pardon. Eh bien, tu m'as vu, je vais bien, et je ne sais pas si je peux te pardonner. Le silence est retombé, lourd, douloureux. Dehors, les cloches de l'église sonnaient minuit. Noël, la nuit où tout est censé être pardonné. Mais certaines blessures sont trop profondes pour guérir en une nuit. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Peut-être que quelque part, quelqu'un comprend ce que je ressens. Pierre est resté debout près de la fenêtre, le dos tourné. La neige tombait toujours. Les flocons s'accumulaient sur le rebord extérieur, créant une bordure blanche et silencieuse. Je me suis assise sur le canapé. Mes jambes ne me portèrent plus. Mon cœur battait trop fort, trop vite. J'avais l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Raconte-moi. Ma voix était calme, mais glaciale. Raconte-moi tout depuis le début. Je veux comprendre comment on passe de 7 ans de mariage à une disparition sans un mot. Pierre s'est retourné lentement. Son visage était marqué par la fatigue, par les années, par tout ce qu'il avait vécu loin de moi. Tu te souviens de Philippe Marchand? J'ai fouillé dans ma mémoire. Philippe Marchand. Le nom me disait vaguement quelque chose. Ton associé? Celui qui travaillait dans l'import-export? Oui. Pierre est revenu s'asseoir. Il gardait les mains jointes, les coudes sur les genoux, comme s'il portait un poids invisible. En 2008, Philippe m'a proposé une affaire, une opportunité en or, disait-il. Import de matériel électronique depuis l'Asie. Les marges étaient énormes. Tout semblait légal, bien ficelé. Il avait des contacts, des contrats signés. Il me fallait juste investir 50 000 €. 50 000 €. Une somme énorme. Surtout en 2008. Je ne t'en ai jamais parlé. Mon sang s'est glacé. Quoi? Je ne t'en ai pas parlé. Je voulais te faire la surprise, t'offrir une vie meilleure. On parlait de déménager, tu te souviens? Tu voulais un appartement plus grand, avec un balcon donnant sur les jardins du Luxembourg. Je me souvenais, oui. Je rêvais de cet appartement, mais nous n'avions pas les moyens. Mon salaire de professeur de littérature et son salaire d'ingénieur commercial nous permettèrent de vivre confortablement dans notre 3 pièces du 14e arrondissement, mais pas de nous offrir le luxe du 6e. J'ai pris l'argent sur notre compte d'épargne. Mon cœur a fait un bond. Notre compte d'épargne? Les 50 000 € qu'on avait mis de côté pendant 5 ans? Il a hoché la tête, les yeux baissés. Pierre, j'avais du mal à respirer. Cet argent, c'était pour notre avenir, pour acheter un appartement un jour, pour nos projets. Je sais. Et tu l'as investi sans me demander mon avis? Je voulais doubler la somme. Philippe m'avait promis un retour de 100% en 6 mois. On aurait eu 100 000 €, Anaïs. De quoi acheter cet appartement cash? De quoi partir en voyage? De quoi perdre tout ce qu'on avait construit? Le silence est retombé, lourd, accusateur. L'affaire a tourné au vinaigre dès le départ. Pierre a continué, la voix éteinte. Les conteneurs n'arrivaient jamais. Les fournisseurs disparaissaient. Philippe me disait de patienter, que c'était normal, que ça allait se régler. Puis un jour, il a disparu aussi. Il t'a arnaqué. Pire que ça. J'ai découvert plus tard que l'argent servait à rembourser ses propres dettes. Des dettes envers des hommes très dangereux. Et quand Philippe a disparu, ces hommes se sont tournés vers moi. Pierre a levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis d'une peur ancienne. Ils sont venus à mon bureau en janvier 2009. 2 hommes, costumes sombres, regard froid. Ils m'ont dit que je leur devais 100 000 €. 100 000, Anaïs, pas 50. Ils comptaient les intérêts. Tu aurais dû aller voir la police? La police? Il a ri amèrement. Ces hommes avaient des connexions partout. Des avocats, des juges. Aller voir la police, c'était signer mon arrêt de mort. Et le tien? J'ai fermé les yeux. Tout se mélangeait dans ma tête. La colère, la peur, le regret. Pendant des semaines, j'ai essayé de trouver une solution. J'ai emprunté à droite, à gauche. J'ai vendu ma voiture. J'ai hypothéqué des choses. Mais ce n'était jamais assez. Et plus je tardais, plus les menaces devenaient précises. Quel genre de menaces? Pierre a détourné le regard. Il savait où tu travaillais. Le lycée Henri IV, 5e arrondissement. Il savait tes horaires. Il savait que tu rentrais à pied le soir en passant par le Panthéon. Mon sang s'est figé dans mes veines.
Ils m'ont dit que si je ne payais pas avant le 15 mars, tu aurais un accident. Un simple accident dans la rue. Une voiture qui ne s'arrête pas. Une chute dans les escaliers du métro. Quelque chose de rapide, de propre. Ma main s'est portée instinctivement à ma gorge. Un soir, fin février, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé une enveloppe glissée sous notre porte. À l'intérieur, une photo. De toi, prise ce matin-là devant le lycée. Au dos, un seul mot. Bientôt. Pierre a fermé les yeux, comme si revivre ce souvenir lui était insupportable. C'est ce soir-là que j'ai compris. Je ne pouvais pas te protéger en restant. Ma présence te mettait en danger. Tant que j'étais là, il t'utiliserait pour me faire payer. Mais si je disparaissais, si je m'évaporais complètement, il n'aurait plus de raison de s'en prendre à toi. Alors tu es parti. Oui, le 8 mars 2009, un dimanche matin. Tu étais parti faire les courses au marché d'Aligre. J'ai pris un sac, quelques vêtements, mon passeport, ce qui me restait d'argent liquide, et je suis parti. Je revoyais cette journée, le marché, les étals colorés, les odeurs de fromage et de pain frais. J'étais rentrée les bras chargés de courses, heureuse. J'avais appelé Pierre. Pas de réponse. J'avais pensé qu'il était sous la douche. Puis les heures avaient passé. L'après-midi, le soir, la nuit. Et Pierre n'était jamais revenu. Tu es parti sans me laisser un mot, sans rien. Si je t'avais laissé un mot, tu aurais cherché, tu m'aurais cherché, et ça aurait mis ta vie en danger. Je devais disparaître complètement, faire croire que j'avais fui le pays, qu'il ne pourrait jamais me retrouver. Et moi, ma voix tremblait. Tu as pensé à moi, à ce que j'allais vivre? Pierre s'est levé brusquement et s'est approché de moi. J'ai vu les larmes dans ses yeux. J'ai pensé à toi chaque jour pendant 16 ans, chaque matin en me réveillant, chaque soir en m'endormant. Tu étais ma première pensée et ma dernière. Mais tu n'es jamais revenu. Je ne pouvais pas. Sa voix montait, désespérée. Tu ne comprends pas, Anaïs. Ces hommes avaient des réseaux partout, en France, en Europe. Si je réapparaissais, si je donnais le moindre signe de vie, ils m'auraient retrouvé. Et ils t'auraient retrouvé. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Il a baissé la tête. En 2020, j'ai appris que Philippe était mort. Overdose dans un hôtel miteux à Marseille. Puis, l'année suivante, j'ai lu dans les journaux que l'un des hommes avait été arrêté. Trafic de drogue, blanchiment d'argent, condamné à 20 ans. L'autre est mort d'une crise cardiaque en 2022. 2020, 2021, 2022. Les dates résonnaient dans ma tête. Tu savais qu'ils étaient morts ou en prison depuis 2 ans, et tu n'es revenu que maintenant. Je voulais être sûre. J'ai fait des recherches, j'ai vérifié. J'ai attendu que le danger soit complètement écarté. Pendant que tu vérifiais, moi je vivais. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Je me suis reconstruite, Pierre. J'ai refait ma vie. Je sais. Non, tu ne sais pas. J'ai crié. Tu ne sais pas ce que c'est que de se réveiller chaque matin en se demandant ce qu'on a fait de mal, de se regarder dans le miroir et de se demander si on est assez bien, de passer des mois, des années à essayer de comprendre pourquoi l'homme qu'on aimait nous a abandonnés sans explication. Pierre pleurait maintenant, de vraies larmes qui coulaient sur son visage vieilli. « Pardonne-moi. »« Comment ?» j'ai murmuré. « Comment je peux te pardonner d'avoir pris toutes les décisions seule, d'avoir décidé pour moi que je serais mieux sans toi, d'avoir volé 16 ans de ma vie ?» Il n'a rien répondu. Que pouvait-il répondre? La porte de la chambre de Julien s'est ouverte. Mon fils est apparu dans l'encadrement, les yeux rouges. Il nous avait entendus. « Maman !» Sa voix était douce. « Tu veux qu'il parte ?» J'ai regardé Pierre, cet homme qui avait été mon mari, cet homme que j'avais aimé de toute mon âme, cet homme qui m'avait détruite en pensant me sauver. Oui. Pierre a hoché la tête lentement. Il s'est levé, a remis son manteau usé. Je comprends. Il s'est dirigé vers la porte. Puis il s'est retourné une dernière fois. J'habite à l'Hôtel du Nord, rue du Faubourg Saint-Martin, chambre 32. Si tu veux me parler, me poser d'autres questions. Je n'ai rien dit. Il est parti. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Julien s'est assis à côté de moi et m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré contre son épaule. Des sanglots profonds qui venèrent de loin, de toutes ces années enfouies. Maman, qui était cet homme? J'ai relevé la tête. Mon fils me regardait avec des yeux pleins de confusion et de douleur. C'est une longue histoire, mon chéri. Une très longue histoire. Dehors, la neige avait cessé de tomber. Paris était silencieux.
blanc, pur, mais dans mon cœur, c'était encore la tempête. Parfois, la vérité arrive trop tard pour tout réparer. Mais elle arrive quand même, comme une vieille dette qu'on ne peut plus ignorer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, écoutant le silence de l'appartement. Julien s'était endormi tard, épuisé par les émotions. Mais moi, je ne pouvais pas. Les souvenirs remontaient, comme une marée qu'on ne peut pas retenir. Le 8 mars 2009, ce dimanche matin. Le début de ma descente aux enfers. J'étais rentrée du marché vers 11 heures, les bras chargés de légumes, de fromage, d'un poulet rôti que je voulais réchauffer pour le déjeuner. J'avais appelé Pierre en montant les escaliers. Pas de réponse. J'avais ouvert la porte de l'appartement. « Chérie, je suis rentrée. » Le silence. Un silence qui n'était pas normal. J'avais posé les courses dans la cuisine et j'étais allée dans la chambre. Le placard de Pierre était ouvert. Des cintres vides. Son sac de voyage avait disparu. Sa brosse à dents aussi. Sur la table de nuit, son alliance. Pas de mots, pas d'explication. Juste une alliance posée là, comme une phrase inachevée. J'avais appelé son téléphone. Messagerie. J'avais appelé son bureau. Personne. J'avais appelé ses amis, ses collègues. Personne ne l'avait vu. Les premières heures, j'avais pensé à un malentendu, une urgence, un accident. Il allait appeler, expliquer, revenir. Puis les heures étaient devenues une journée, puis 2. Puis une semaine. J'avais déposé une plainte pour disparition inquiétante le 10 mars. L'officier de police m'avait regardé avec un mélange de pitié et de lassitude. « Madame, dans 90% des cas, les adultes qui disparaissent l'ont fait volontairement. Votre mari a pris ses affaires, son passeport. Il n'y a pas de signe de lutte. Mais il ne m'aurait jamais quitté sans explication. C'est ce qu'elles disent toutes, madame. C'est ce qu'elles disent toutes. » Ces mots m'avaient brûlé comme de l'acide. Les semaines suivantes, j'avais vécu dans un brouillard. Je continuais à enseigner au lycée Henri IV, mais j'étais absente. Mes élèves me regardaient avec inquiétude. Mes collègues chuchotaient dans mon dos. Son mari l'a quitté. Apparemment, il y avait une autre femme. Paraît qu'il a des dettes. Les rumeurs se propageaient comme un poison. Je ne les démentais pas. Je n'avais plus la force. En avril 2009, j'avais découvert que notre compte d'épargne était vide. 50 000 € volatilisés. J'avais appelé la banque, hurlé, exigé des explications. Le conseiller m'avait expliqué froidement que mon mari avait fait un virement 3 mois plus tôt. Tout était légal. Nous avions un compte joint. Un compte joint. Les mots me revenaient maintenant, dans mon lit, 15 ans plus tard. Un compte joint qu'il avait vidé sans me prévenir. Mai 2009. J'avais arrêté de chercher. J'avais compris que Pierre était parti volontairement, qu'il m'avait abandonné. Et cette compréhension m'avait brisé plus que tout le reste. Je m'étais mise en arrêt maladie. Dépression, avait écrit le médecin sur le certificat. Je passais mes journées au lit, les rideaux tirés, incapable de manger, de dormir, de penser. Ma mère venait me voir tous les jours. Elle me forçait à avaler une soupe, à prendre une douche, à ouvrir les fenêtres. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça. Je ne comprends pas, maman. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Les hommes partent parfois, sans raison. Il doit y avoir une raison. Alors tu la découvriras un jour. Mais en attendant, tu dois vivre. Vivre. » Le mot me semblait absurde. En juin, j'étais retournée travailler. Il le fallait. Je n'avais plus d'économie. Le loyer ne se payait pas tout seul. J'avais repris mes cours, mes corrections, ma routine. Mais j'étais une coquille vide. Les mois avaient repassé. L'été, l'automne, l'hiver. En janvier 2010, ma mère m'avait forcé à sortir. « Tu ne peux pas rester enfermée éternellement. Viens dîner chez moi samedi. » J'ai invité des amis. J'avais refusé d'abord. Puis j'avais accepté, fatiguée de me battre. Ce samedi-là, il y avait 8 personnes autour de la table de ma mère. Des couples d'amis, des voisins, et un homme seul, Damien Rousseau, 52 ans, veuf depuis 3 ans. Architecte. Il était assis en face de moi. Discret, élégant, un peu mélancolique. Nous n'avions presque pas parlé pendant le dîner. Mais à la fin de la soirée, alors que tout le monde s'en allait, il s'était approché de moi dans l'entrée. « Votre mère m'a parlé de vous, de ce que vous avez traversé. » J'avais senti mes joues brûler de honte. « Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un, » avait-il continué doucement. « Ma femme est morte d'un anévrisme il y a 3 ans, du jour au lendemain, sans prévenir. Je comprends ce vide. » Ses yeux étaient d'une douceur infinie. Pas de pitié,
juste de la compréhension. Si vous avez besoin de parler un jour, ou juste de prendre un café en silence, je serai là. Il m'avait laissé son numéro sur un petit papier plié. Je ne l'avais pas appelé tout de suite. Pendant des semaines, le papier était resté sur ma table de nuit. Je le regardais parfois, me demandant si j'avais le droit de passer à autre chose. Puis un soir de février 2010, 1 an presque jour pour jour après le départ de Pierre, j'avais pris mon téléphone. Mes mains tremblaient en composant le numéro. « Allô? Damien? C'est Anaïs. Anaïs Durand. On s'est rencontrés chez ma mère. Anaïs. » Sa voix était chaude. « Je suis content que vous appeliez. Je me demandais si votre proposition tenait toujours. Pour le café. Bien sûr. Demain, nous nous étions retrouvés dans un petit café près du jardin du Luxembourg. Il pleuvait, une pluie fine et froide de février. Damien était déjà là, une tasse fumante devant lui. Nous avions parlé pendant 3 heures, de tout et de rien, de la pluie, des livres, de Paris. Il ne m'avait pas posé de questions sur Pierre, il ne m'avait pas jugé, il m'avait juste écouté. À partir de ce jour, nous nous étions revus, 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis presque tous les jours. Damien ne m'a jamais brusqué. Il ne m'a jamais demandé d'oublier Pierre. Il était juste là, présent, patient, solide. En juin 2010, je lui avais avoué que je ne savais pas si j'étais encore mariée. Pierre avait disparu depuis 15 mois. Juridiquement, j'étais toujours sa femme. Alors commençons les démarches, avait dit Damien simplement, pour que tu puisses tourner la page. J'avais engagé un avocat. En France, il faut attendre 4 ans après une disparition pour demander un divorce pour abandon du domicile conjugal. 4 ans. Cela signifiait attendre jusqu'en mars 2013. « Je peux attendre », avait dit Damien. Et il avait attendu. Pendant 3 ans, nous avions construit une relation étrange. Nous nous voyions, nous nous aimions, mais nous ne pouvions pas nous marier. Nous ne vivions pas ensemble. J'habitais toujours mon appartement du 14e. Lui habitait le sien, dans le 11e. En 2011, j'étais tombée enceinte. J'avais 48 ans. Je croyais que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Mais la vie en avait décidé autrement. Damien avait pleuré de joie quand je le lui avais annoncé. Nous allons avoir un bébé. Oui? Tu veux le garder? Je ne sais pas. J'avais été honnête. J'ai peur. De quoi? De tout. De l'âge. De ne pas être marié. De ce que les gens diront. Damien avait pris mes mains dans les siennes. Anaïs, je t'aime. J'aime déjà cet enfant. Nous allons être une famille. Peu importe ce que disent les gens. Julien était né en décembre 2011. Un petit garçon aux yeux sombres et aux cheveux noirs comme ceux de Damien. Je l'avais tenu dans mes bras à l'hôpital et j'avais compris que la vie m'offrait une seconde chance. Damien était à mes côtés. Il pleurait, il riait, il était bouleversé. « Merci », avait-il murmuré. « Merci de m'avoir donné ce cadeau. » En mars 2013, mon divorce avec Pierre avait été prononcé. 4 ans après sa disparition, j'étais enfin libre. 2 mois plus tard, en mai 2013, Damien et moi nous étions mariés. Une cérémonie simple à la mairie du 11e arrondissement. Ma mère était là, quelques amis proches, et Julien, 18 mois, dans les bras de ma mère, souriant sans comprendre. Nous avions emménagé ensemble dans un appartement du 18e arrondissement. 3 chambres, un balcon avec vue sur Montmartre, pas le 6e que je rêvais autrefois avec Pierre. Mais c'était notre foyer. J'avais été heureuse avec Damien, vraiment heureuse. Il était un père merveilleux pour Julien, patient, aimant, présent, mais il y avait toujours une ombre. Pierre, l'homme qui était parti, l'homme dont on ne parlait jamais, mais qui hantait mes nuits. Parfois, je me réveillais en sursaut, persuadée de l'avoir vu dans la rue, où j'entendais une voix qui ressemblait à la sienne dans le métro, et mon cœur se serrait. « Tu penses encore à lui ?» m'avait dit Damien un soir, quelques mois après notre mariage. Nous étions sur le balcon. Julien dormait. Paris scintillait sous nos yeux. Parfois. C'est normal. Ça ne te dérange pas? Tu ne peux pas effacer 15 ans de ta vie, Anaïs. Il fera toujours partie de ton histoire. Et ça ne m'empêche pas de t'aimer. Damien m'avait prise dans ses bras. Et j'avais pleuré. Pour Pierre. Pour Damien. Pour tout ce qui avait été perdu et tout ce qui avait été retrouvé. Nous avions eu 4 belles années ensemble. 4 années de bonheur simple, de dimanches au parc, de vacances à Deauville, de soirées tranquilles devant la télévision, Julien entre nous deux. Puis en janvier 2014, Damien avait commencé à tousser.
une toux sèche qui ne partait pas. Il disait que ce n'était rien. Un rhume. L'hiver. En mars, il avait enfin accepté de voir un médecin. Des examens. Une radio. Un scanner. Cancer du poumon. Stade 4. Le médecin nous avait parlé avec douceur mais sans détour. 6 mois. Peut-être 1 an avec la chimiothérapie. Damien était resté silencieux. Puis il avait pris ma main. Combien de temps? Combien de temps? Pourquoi? Combien de temps avant que je ne puisse plus m'occuper de Julien? Le médecin avait hésité. 3 mois, peut-être 4. Damien avait hoché la tête calmement, comme s'il planifiait un voyage. Les mois suivants avaient été un cauchemar. La chimiothérapie, les nausées, la fatigue, Damien qui maigrissait, qui pâlissait, qui s'éteignait lentement sous mes yeux. Julien avait 2 ans et demi, trop jeune pour comprendre. Il voyait son papa dormir beaucoup. Il lui apportait ses jouets pour le réveiller. « Papa dodo ?»« Oui, mon chéri, papa est fatigué. » En novembre 2014, Damien ne pouvait plus se lever. Nous avions installé un lit médicalisé dans le salon. Une infirmière venait tous les jours. Ma mère gardait Julien le plus possible. Un soir de décembre, Damien m'avait appelé près de lui. Sa voix était faible. « Anaïs, je suis là. Prends soin de Julien. Ne dis pas ça. Promets-moi. Je te le promets. » Il avait souri faiblement. « Tu as été le plus beau cadeau de ma vie. Toi et Julien. Ne me quitte pas. Je n'ai pas le choix, mon amour. » Il était mort 3 jours plus tard. Le 15 décembre 2014, à 3 heures du matin, j'étais à côté de lui, sa main dans la mienne. 10 ans exactement, jour pour jour, avant ce Noël où Pierre était revenu. Je m'étais retrouvée veuve à 51 ans, avec un petit garçon de 3 ans, seule, encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Damien ne m'avait pas abandonnée. Il était mort, et ça faisait toute la différence. Le deuil de Damien avait été douloureux, mais propre. Je savais pourquoi il était parti. Je savais qu'il m'aimait jusqu'à son dernier souffle. Je pouvais pleurer sans me poser de questions, sans me sentir coupable. Avec Pierre, tout était resté en suspens, pendant 15 ans. Et maintenant, il était revenu. Dans mon lit, cette nuit de Noël 2024, j'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Pierre était revenu avec ses explications, ses excuses, ses regrets. Mais était-ce suffisant pour effacer 15 ans de silence? Le lendemain de Noël, je me suis réveillée avec un mal de tête lancinant. Le soleil entrait par les rideaux mal fermés. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 10h30. Je n'avais dormi que quelques heures, par fragments. Dans la cuisine, Julien était déjà levé. Il mangeait des céréales, les yeux fixés sur son bol. Quand il m'a entendu entrer, il a relevé la tête. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. » Mais nous savions tous les deux que je mentais. Je me suis servi un café. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la tasse. Julien me regardait avec ses yeux sombres qu'il tenait de Damien. Des yeux inquiets. Trop inquiets pour un garçon de 13 ans. « Maman ?» Il a hésité. « Cet homme hier soir, Pierre, c'était vraiment ton mari ?» Je me suis assise en face de lui. « Oui, mon premier mari, avant Damien. Mais tu as dit qu'il était mort. Je croyais qu'il était mort. Il avait disparu il y a très longtemps, avant ta naissance. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. » Julien a reposé sa cuillère. Son visage était grave. Il a dit qu'il était parti pour te protéger. C'est vrai? Je ne sais pas, Julien. J'ai été honnête. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si je peux le croire. Tu vas le revoir? La question m'a surprise. Je n'avais pas réfléchi aussi loin. Je ne sais pas. Tu devrais. Je l'ai regardé, étonné. Pourquoi? Parce que tu as besoin de réponses. J'ai vu ton visage hier soir, maman. Tu es en colère. Tu es triste. Tu ne dormiras pas tant que tu n'auras pas compris. Mon fils de 13 ans me donnait des conseils. Et il avait raison. Tu es très sage pour ton âge. Il a haussé les épaules. Papa, Damien, me disait toujours qu'il faut affronter les choses qui font peur. Sinon, elles te hantent. Les larmes me sont montées aux yeux. Damien. Mon Damien. Il me manquait tellement dans ces moments-là. Tu as raison. Après le petit déjeuner, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché sur Internet. Hôtel du Nord, rue du Faubourg Saint-Martin. C'était un petit hôtel modeste dans le 10e arrondissement. Pas le genre d'endroit où Pierre aurait séjourné autrefois. Lui qui aimait les beaux hôtels, les draps en coton égyptien, les salles de bain en marbre. 16 ans avaient transformé beaucoup de choses. J'ai composé le numéro de l'hôtel. Une voix fatiguée a répondu. « Hôtel du Nord, bonjour. »« Bonjour.
Je voudrais parler à un client. Monsieur Pierre Durand. Chambre 32. Un instant. De la musique d'attente. Mon cœur battait trop fort. J'allais raccrocher quand la voix de Pierre a résonné. Allô? C'est Anaïs. Silence, puis un souffle. Anaïs. On peut se voir? Aujourd'hui. Il faut qu'on parle. Oui. Bien sûr. Où? Au jardin du Luxembourg. Près de la fontaine Médicis. Dans 1 heure. J'y serai. J'ai raccroché avant de changer d'avis. Julien était dans sa chambre quand je suis allée frapper à sa porte. Je vais sortir un moment. Tu vas le voir? Oui. Tu veux que je vienne avec toi? J'ai souri malgré moi. Mon petit garçon qui voulait me protéger. Non, mon cœur, c'est quelque chose que je dois faire seul. Mais merci. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Fort, comme s'il avait peur de me perdre. Reviens vite, promis. Le trajet jusqu'au jardin du Luxembourg m'a semblé durer une éternité. Le métro était bondé. Des familles rentraient de leur réveillon de Noël. Des enfants avec des jouets neufs, des couples enlacés. Je me sentais étrangère à tout ce bonheur. Quand je suis arrivée au jardin, il faisait froid. Un froid sec et clair de fin décembre. Les allées étaient presque désertes. Quelques joggeurs. Un homme qui promenait son chien. Pierre était déjà là, debout près de la fontaine. Les mains dans les poches de son manteau usé. Il regardait l'eau immobile. Quand il m'a vu arriver, son visage s'est éclairé une seconde. Puis il a retrouvé cette expression prudente, comme s'il marchait sur des œufs. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour te pardonner. Je sais. Nous avons marché en silence le long des allées. Les arbres nus, les chaises vertes empilées pour l'hiver. Tout semblait endormi. Tu as dit hier que tu avais des dettes, que des hommes te menaçaient. Oui, je veux tout savoir, les détails, les noms, les dates, tout. Pierre a hoché la tête. Philippe Marchand, c'était mon associé. On travaillait ensemble depuis 2006. Import-export de matériel électronique. Tout était légal au début. Puis en 2008, il m'a proposé une affaire qui semblait trop belle pour être vraie. L'investissement de 50 000 €. Oui, il disait avoir trouvé un fournisseur en Chine qui pouvait nous livrer des composants électroniques à un prix dérisoire. On pourrait les revendre en Europe avec une marge de 100%. J'ai signé sans poser assez de questions. Tu as vidé notre compte d'épargne. Pierre a baissé les yeux. J'ai pris l'argent en septembre 2008. Je voulais te faire la surprise à Noël. T'offrir le voyage dont tu rêvais, peut-être même l'appartement du 6e, le 6e arrondissement. Ce rêve que j'avais eu, qui me semblait maintenant si lointain, si superficiel. Les conteneurs devaient arriver en novembre, puis décembre, puis janvier. Ils n'arrivaient jamais. Philippe me disait de patienter, que c'était normal, que les douanes prenaient du temps. Mais il n'y avait pas de conteneurs. Non, il n'y avait rien. Philippe utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Une pyramide de Ponzi classique. Et moi, j'étais le dernier arrivé. Le pigeon. Pierre a serré les poings dans ses poches. En janvier 2009, Philippe a disparu. Parti du jour au lendemain. Son bureau était vide, son téléphone coupé. Personne ne savait où il était. Et les hommes qui te menaçaient? Ils sont arrivés 1 semaine plus tard. Le 20 janvier, je m'en souviens exactement. J'étais à mon bureau. 2 hommes sont entrés. Costume noir, regard froid. Ils ont refermé la porte derrière eux. Pierre s'est arrêté de marcher. Son visage était pâle. L'un d'eux s'appelait Keller, Vincent Keller. L'autre, je n'ai jamais su son nom. Keller m'a expliqué calmement que Philippe leur devait de l'argent depuis longtemps. Beaucoup d'argent. Et que Philippe avait utilisé mon investissement pour rembourser une partie de sa dette. Combien? 150 000 €, plus les intérêts. 200 000 au total. Mon sang s'est glacé. 200 000 €? Mais tu n'avais investi que 50 000? Ils s'en fichaient. Pour eux, j'étais l'associé de Philippe. Donc j'étais responsable de ses dettes. C'est illégal. Tu aurais dû aller voir la police? Pierre a ri amèrement. La police? Anaïs, ces hommes avaient des connexions partout. Keller m'a montré des photos, des juges, des avocats, des policiers, tous dans sa poche. Il m'a dit que si j'allais voir la police, je signerais mon arrêt de mort. Nous avons repris notre marche. Le froid me mordait les joues. Ils m'ont donné jusqu'au 15 mars pour payer. 2 mois, 200 000 € en 2 mois. Impossible. C'était le but. Ils savaient que je ne pourrais pas payer. Ils voulaient me faire peur, me briser. Et ensuite? Ensuite quoi? Pierre a fermé les yeux. Ils voulaient que je travaille pour eux,
que j'utilise mes contacts dans l'import-export pour faire passer des marchandises illégales. De la drogue, je crois. Ou des armes. Je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais voulu savoir. Et tu as refusé. Oui, j'ai refusé. Alors ils ont commencé à me menacer, puis à te menacer. Nous sommes arrivés près d'un banc. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. La photo sous la porte, celle de moi devant le lycée. Quand l'as-tu trouvée? Le 28 février au soir. Tu étais sorti dîner avec des collègues. J'étais seule à l'appartement. J'ai entendu un bruit dans le couloir. Quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste l'enveloppe. Pierre s'est assis à côté de moi. Pas trop près, respectant la distance. Quand j'ai vu cette photo, j'ai compris qu'ils étaient sérieux, qu'ils te surveillaient, qu'ils savaient tout de toi. Tes horaires, ton trajet, tout. Tu aurais dû me le dire. Et après, tu aurais fait quoi? Arrêter de travailler? Te cacher? Vivre dans la peur? On aurait trouvé une solution ensemble? Non, Anaïs. Sa voix était ferme. Il n'y avait pas de solution. Pas tant que je restais. Ma présence te mettait en danger. C'était aussi simple que ça. Je sentais les larmes monter. Alors tu es parti, sans me dire au revoir, sans me laisser le choix. Je n'avais pas le choix non plus. Si, tu l'avais. Ma voix tremblait. Tu as choisi de me protéger sans me demander mon avis. Tu as choisi de fuir plutôt que de te battre. Tu as choisi de me laisser seule plutôt que de me faire confiance. Pierre ne répondait pas. Que pouvait-il dire? Où es-tu allé? J'ai demandé après un long silence. Partout, nulle part. J'ai pris un train pour Lyon, puis un autre pour Marseille. J'ai changé de nom. J'ai travaillé au noir. Des petits boulots. Serveur, livreur, manutentionnaire. Je déménageais tous les 6 mois. Je ne parlais à personne. Je vivais comme un fantôme. Pendant 16 ans. Oui. Et tu n'as jamais essayé de savoir ce que je devenais? Pierre a détourné les yeux. Si. Parfois, je cherchais ton nom sur Internet. Je voyais tes publications sur le site du lycée, tes articles sur l'enseignement de la littérature. Je savais que tu vivais, que tu allais bien. C'était suffisant. Suffisant pour toi, peut-être. Le silence est retombé entre nous. Lourd, douloureux. En 2013, j'ai vu l'annonce de ton divorce. Mon cœur a fait un bond. Tu as vu l'annonce? Oui. Dans le journal officiel. J'ai compris que tu refaisais ta vie. J'étais content pour toi. Content? J'ai ri amèrement. Tu étais content que je sois obligée de divorcer d'un homme disparu pour pouvoir me remarier? Je voulais que tu sois heureuse, Anaïs, même si ce n'était pas avec moi. Tu ne comprends vraiment rien. Je me suis levée brusquement. La colère montait, brûlante. Tu crois que c'est si simple? Que tu peux disparaître pendant 16 ans et revenir avec des excuses et tout ira bien? Non, je ne crois pas ça. Alors qu'est-ce que tu veux, Pierre? Pourquoi tu es revenu? Il s'est levé aussi. Son visage était ravagé. Je voulais te dire la vérité. Je voulais que tu saches que je ne t'avais pas abandonné par lâcheté ou par manque d'amour. Je voulais que tu saches que chaque jour loin de toi était un enfer. Et maintenant que tu me l'as dit, tu vas repartir? Disparaître encore 15 ans? Je ne sais pas. Sa voix était brisée. Je n'ai pas de plan, Anaïs. Je n'ai nulle part où aller. J'ai 64 ans. Pas de travail, pas d'économie, juste une chambre d'hôtel minable et des regrets. Pour la première fois, j'ai vraiment regardé Pierre, vraiment vu l'homme qu'il était devenu. Les cheveux gris clairsemés, les rides profondes, les vêtements usés, les chaussures fatiguées. Il avait vieilli de 20 ans en 16 ans. Tu aurais dû revenir plus tôt. Je sais, tu aurais dû me faire confiance. Je sais, tu aurais dû me laisser décider de ma propre vie. Je sais, Anaïs, je sais tout ça. Et je suis désolée, plus désolée que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je l'ai regardé encore un moment, puis je me suis détournée. J'ai besoin de temps, pour réfléchir, pour comprendre, pour décider si je peux te pardonner ou non. Je comprends. Ne pars pas, pas encore. Reste à Paris quelques jours, je te recontacterai. D'accord, je suis partie sans me retourner. J'ai traversé le jardin rapidement, les larmes brouillant ma vue. Derrière moi, j'entendais les pas de Pierre qui s'éloignaient dans la direction opposée. 2 chemins qui se séparaient. Encore une fois. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai regardé mon reflet dans la vitre noire du tunnel. Une femme de 61 ans, fatiguée, blessée, mais toujours debout. Damien me manquait. Oh, comme il me manquait. Lui aurait su quoi faire, quoi dire. Comment apaiser cette tempête dans mon cœur?
Quand je suis rentrée à l'appartement, Julien était dans le salon. Il faisait semblant de regarder la télévision, mais je savais qu'il m'attendait. Alors, je me suis assise à côté de lui. C'est compliqué, mon chéri. Il a expliqué pourquoi il était parti? Oui, il avait des problèmes, des gens dangereux. Il est parti pour me protéger. Julien a réfléchi un moment. Tu le crois? Je crois qu'il dit la vérité. Mais je ne sais pas si ça excuse tout. Papa disait toujours que la vérité c'est bien, mais que les actes comptent plus que les mots. J'ai pris mon fils dans mes bras, mon petit homme de 13 ans qui parlait comme un sage. Ton papa était un homme extraordinaire. Je sais. Nous sommes restés comme ça un long moment, enlacés, en silence, pendant que dehors, Paris s'illuminait pour la nuit. Et quelque part dans une chambre d'hôtel du 10e arrondissement, Pierre attendait. Attendait que je décide de son sort, comme j'avais attendu pendant 16 ans que le mien soit décidé. Parfois, les réponses qu'on cherche pendant des années arrivent d'un coup, mais elles soulèvent encore plus de questions. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange suspension, comme si le temps s'était arrêté après Noël. Julien était encore en vacances scolaires, moi aussi. Nous avions jusqu'au 6 janvier avant la rentrée. Je passais mes journées à errer dans l'appartement, à regarder par la fenêtre, à repenser à chaque mot que Pierre avait prononcé au jardin du Luxembourg. Le soir du 28 décembre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Anaïs? C'est Pierre. Mon cœur s'est serré. Je sais que tu as dit que tu me recontacterais, mais j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose d'important. Est-ce que tu peux venir à l'hôtel? Maintenant? S'il te plaît. J'ai regardé l'heure. 19 heures. Julien lisait dans sa chambre. J'arrive dans 1 heure. J'ai frappé à la porte de Julien. Je ressors un moment. Il a levé les yeux de son livre. C'est lui? Oui. Fais attention, maman. Je te promets. Le trajet jusqu'à la rue du Faubourg Saint-Martin m'a paru interminable. Le métro était moins bondé qu'en semaine. Des touristes avec leurs valises, des gens qui rentraient de visite familiale. L'hôtel du Nord était un bâtiment étroit, coincé entre une boulangerie fermée et un pressing. La façade était grise, les volets délavés. Un néon bleu annonçait « Hôtel » avec le T à moitié éteint. J'ai poussé la porte. Un petit hall avec un comptoir. Personne. Une cloche sur le comptoir. Je ne l'ai pas sonné. Pierre m'avait dit « chambre 32 ». 2e étage. L'escalier était étroit, la moquette usée. Ça sentait le tabac froid et l'humidité. Au 2e étage, un long couloir sombre. Des portes numérotées. 28, 29, 30, 31, 32. J'ai frappé doucement. La porte s'est ouverte immédiatement. Pierre était là, comme s'il m'attendait derrière. Entre. La chambre était minuscule. Un lit simple, une armoire, une petite table, une fenêtre donnant sur la rue. Tout était propre mais vieux. Les murs étaient couverts d'une tapisserie jaunie. Pierre a refermé la porte derrière moi. Il semblait nerveux. « Assieds-toi ». Il n'y avait qu'une chaise. Je me suis assise. Pierre est resté debout, les mains jointes. « Je t'ai menti. Mon sang s'est glacé. Comment ça tu m'as menti? Pas complètement. Tout ce que je t'ai raconté est vrai. Les dettes, Philippe, Keller, les menaces, tout est vrai. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Il a sorti de sous le lit une vieille valise en cuir. Il l'a ouverte. À l'intérieur, des papiers, des documents, des photos. J'ai gardé tout ça pendant 16 ans. Je les ai emportés partout avec moi. Il a sorti une enveloppe Kraft, l'a ouverte, des photos en sont tombées sur le lit. Je me suis approchée. C'étaient des photos de moi, prises à différents moments, devant le lycée, dans la rue, au marché, des dizaines de photos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les photos que Keller m'a envoyées, pas seulement celles sous la porte. Il y en a eu d'autres, par la poste, par email. Pendant tout le mois de février 2009, j'ai pris une des photos. On me voyait sortir du lycée Henri IV, un cartable à la main. La date était inscrite au dos. 19 février 2009. Pourquoi tu ne me les as jamais montrés? Parce que je ne voulais pas que tu aies peur. Je ne voulais pas que tu vives dans la terreur. Pierre a sorti autre chose de la valise. Une liasse de papier agrafé. Et voici les relevés bancaires. Ceux qui prouvent que j'ai vidé notre compte en septembre 2008. Ceux qui montrent mes tentatives désespérées de rembourser en janvier et février 2009. J'ai tout gardé. Je prenais les papiers un par un. C'était vrai. Tout était là. Les virements, les retraits, les emprunts,
l'histoire de notre chute racontée en chiffres. Et ça, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était celle de Pierre. Je l'aurais reconnue entre mille. Ma chère Anaïs, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort ou que j'ai trouvé le courage de revenir. Je voudrais que tu saches que partir a été la décision la plus difficile de ma vie. Chaque matin, je me réveille en pensant à toi, à ton sourire, à ta voix, à la façon dont tu lisais le soir, allongé sur le canapé, les pieds sur mes genoux. Je suis partie pour te protéger. Je sais que tu aurais voulu qu'on affronte ensemble, mais je ne pouvais pas te mettre en danger. Je préférais vivre en sachant que tu étais en sécurité, même si cela signifiait vivre sans toi. Je t'aime, Anaïs. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Pierre. La lettre tremblait dans mes mains. Les larmes brouillaient ma vue. Pourquoi tu ne me l'as jamais envoyée? Parce que si je l'envoyais, tu aurais su que j'étais vivant. Tu m'aurais cherché. Et cela t'aurait mise en danger. Pierre s'est assis sur le bord du lit. Il avait l'air épuisé. Mais ce n'est pas tout, Anaïs. Il y a autre chose que je dois te dire. Je me suis rassise. Mon cœur battait trop fort. Quoi? Keller. Vincent Keller. L'homme qui me menaçait. Oui, il n'est pas mort en 2022. Le monde s'est arrêté. Quoi? Mais tu as dit... J'ai dit que j'avais lu dans les journaux qu'il était mort d'une crise cardiaque. C'est ce que j'ai cru. C'est ce qui était écrit. Mais Pierre s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la petite chambre. Il y a 3 semaines, début décembre, j'étais à Lyon. Je travaillais dans un entrepôt. Je chargeais des cartons. Et je l'ai vu. Vu qui? Keller. Il était là. Vivant. Mon sang s'est figé. Tu es sûr que c'était lui? Certain. Il avait vieilli, pris du poids. Mais c'était lui. Les mêmes yeux, la même façon de marcher, la même cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Pierre s'est arrêté devant moi. Il ne m'a pas vu. J'étais derrière des cartons. Mais lui, il parlait avec quelqu'un. Il riait. Il était bien habillé. Il avait l'air prospère. Mon Dieu. J'ai paniqué. J'ai quitté mon travail le jour même. J'ai pris un train pour Paris. Je me suis dit que s'il était à Lyon, il ne serait pas ici, que je serais plus en sécurité dans une grande ville. Et tu es venu me voir? Oui, parce que si Keller est toujours vivant, cela signifie qu'il peut encore me chercher. Et s'il me trouve, il pourrait te retrouver aussi. La peur me serrait la gorge. Tu dis ça maintenant? Après être venu chez moi? Après avoir mis Julien et moi en danger? Non. Pierre a secoué la tête violemment. Je ne vous ai pas mis en danger. Personne ne sait que je suis venu te voir. J'ai fait attention. J'ai pris des précautions. Des précautions? Pierre, tu as sonné à ma porte un soir de Noël? Je sais. J'ai été stupide. Mais je devais te voir. Après 16 ans, je devais te parler. M'expliquer. Je me suis levée brusquement. Tu aurais dû rester loin. Tu aurais dû nous protéger en restant loin. Anaïs. Non! J'ai crié. Tu ne peux pas revenir dans ma vie, me raconter ton histoire tragique, et ensuite me dire que le danger existe toujours. Que fais-tu de Julien? De mon fils? Pierre a baissé la tête. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas. J'ai attrapé mon sac. Je voulais partir, fuir cette chambre minuscule qui sentait le renfermer et les regrets. Attends. Pierre a posé sa main sur mon bras. Doucement. Je me suis figée. Il y a autre chose. Quoi encore? Il a sorti de la valise une dernière enveloppe, plus épaisse, scellée. J'ai fait des recherches sur Keller. Pendant toutes ces années, j'ai tout noté. Ses adresses, ses contacts, ses activités. Je voulais comprendre qui il était, ce qu'il faisait, comment le fuir. Il m'a tendu l'enveloppe. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu aies ça, pour te protéger, pour savoir à qui tu as affaire. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde dans mes mains. Pierre, qu'est-ce que tu attends de moi? Il m'a regardé. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Je ne sais pas. Du pardon, peut-être. Ou juste de savoir que tu comprends. Que je n'ai pas tout gâché pour rien. Je l'ai regardé longtemps. Cet homme qui avait été mon mari. Cet homme qui m'avait aimé. Cet homme qui avait détruit nos vies en essayant de les sauver. Le pardon ne s'exige pas, Pierre. Il se gagne. Je sais. Et je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Il a hoché la tête, les lèvres tremblantes. Mais je comprends pourquoi tu es parti. Je comprends que tu as cru bien faire. Merci. Je suis allée vers la porte. Puis, je me suis retournée. Si Keller est vraiment vivant, tu dois faire attention. Ne viens plus chez moi.
Ne m'appelle pas de ton téléphone. Si tu as besoin de me contacter, envoie-moi un message depuis un téléphone public ou un email d'une adresse jetable. D'accord. Et Pierre? Oui? Si tu nous mets vraiment en danger, Julien et moi, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Sa voix était brisée quand il a répondu. Je préférerais mourir plutôt que de vous faire du mal. Je suis partie sans ajouter un mot. Dans la rue, l'air froid m'a giflé. Je me suis mise à marcher vite, serrant l'enveloppe contre ma poitrine. Mon cœur battait à tout rompre. Keller était vivant. Le danger n'était pas écarté. Pierre m'avait menti. Ou du moins, il ne m'avait pas dit toute la vérité. Et moi, idiote, je l'avais écouté. Je l'avais laissé s'approcher de ma vie, de mon fils. Dans le métro, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des dizaines de pages, des notes manuscrites, des articles de journaux photocopiés, des photos floues prises de loin. Vincent Keller, né en 1956, 68 ans. Né à Strasbourg, condamné 3 fois pour extorsion et blanchiment d'argent entre 1995 et 2005. Libéré en 2007, disparu des radars en 2009, réapparu à Lyon en 2023 sous le nom de Vincent Mercier, propriétaire d'une société d'import-export, marié, 2 enfants, une vie normale, en apparence. J'ai refermé l'enveloppe, mes mains tremblaient. Quand je suis rentrée à l'appartement, Julien était déjà couché. J'ai regardé l'heure, 22h30. J'étais partie 3 heures. J'ai caché l'enveloppe au fond de mon armoire, sous des pulls que je ne portais jamais. Puis je me suis assise sur mon lit, dans le noir, et j'ai pleuré. Pleuré pour Pierre, pour moi, pour Julien, pour toutes ces années perdues, pour ce danger qui rôdait toujours, et pour Damien, mon Damien qui n'était plus là pour me dire que tout irait bien. Le lendemain matin, 29 décembre, je me suis réveillée avec une décision prise. Je ne pouvais pas laisser cette situation en suspens. Je ne pouvais pas vivre dans la peur, pas après tout ce que j'avais déjà traversé. J'ai attendu que Julien parte chez un ami pour l'après-midi. Puis j'ai ouvert l'enveloppe de Pierre. J'ai étalé tous les documents sur la table de la salle à manger. Photos, articles, notes manuscrites, adresses, numéros de téléphone. Pierre avait passé 16 ans à traquer Keller, à comprendre ses mouvements, ses habitudes, ses connexions. C'était obsessionnel, maladif, mais c'était aussi minutieux. J'ai trouvé une photo récente, prise à Lyon en octobre 2024. On y voyait Keller sortant d'un restaurant, plus âgé, plus lourd, mais les yeux étaient les mêmes, froid, calculateur. Au dos de la photo, Pierre avait écrit « Restaurant Le Comptoir, Lyon 2e. Tous les vendredis soirs, 20h. Une routine. » Keller avait une routine. J'ai continué à lire, note sur note. Pierre avait découvert que Keller dirigeait maintenant une entreprise de transport international, officiellement légale, mais avec des zones d'ombre, des livraisons nocturnes, des factures qui ne correspondaient pas aux cargaisons, des employés qui disparaissaient sans explication. Pierre soupçonnait que Keller n'avait jamais quitté ses anciennes activités, qu'il les avait juste mieux cachées, et qu'il cherchait toujours Pierre. Il y avait une dernière note, datée du 15 décembre 2024, 10 jours avant Noël. Keller sait que je suis vivant. J'en suis certain maintenant. L'homme avec qui il parlait à l'entrepôt m'a regardé bizarrement, comme s'il me reconnaissait. J'ai peut-être été suivi. Je dois partir. Je dois prévenir Anaïs. Mon sang s'est glacé. Pierre n'était pas venu me voir par nostalgie ou par besoin de s'expliquer. Il était venu me prévenir, me protéger, encore une fois. Et moi, je l'avais chassé. Je l'avais laissé seul dans cette chambre d'hôtel minable, avec ses peurs et ses démons. J'ai regardé l'heure. 15 heures. Il fallait que je le revoie. Il fallait qu'on trouve une solution. Ensemble, cette fois. J'ai pris mon téléphone. Puis je me suis arrêtée. Pierre avait dit de ne pas l'appeler directement. J'ai mis mon manteau. J'allais retourner à l'hôtel. Mais au moment où j'ouvrais la porte de l'appartement, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Une voix que je ne connaissais pas. Grave. Froide. Madame Durand? Oui? Je suis l'inspecteur Moreau. Police nationale. J'ai une mauvaise nouvelle. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Votre ex-mari, Pierre Durand. Il a été trouvé inconscient ce matin dans sa chambre d'hôtel. Il est à l'hôpital. Le monde a basculé. Parfois, la vérité qu'on cherche pendant des années n'apporte pas la paix. Elle apporte juste plus de questions. Et plus de peur. Et parfois, elle arrive trop tard. L'hôpital Saint-Louis. Couloir blanc. Odeur de désinfectant. Le bruit des chariots qui roulent.
des voix étouffées derrière les portes fermées. J'ai couru, de l'appartement jusqu'au métro, du métro jusqu'à l'hôpital. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À l'accueil, une infirmière fatiguée m'a dirigée vers le 3e étage. Service de réanimation. Vous êtes de la famille ? Ex-femme. Elle m'a regardé bizarrement mais n'a rien dit. L'inspecteur Moreau m'attendait dans le couloir. Un homme d'une 50aine d'années. Costume gris, visage fermé. Madame Durand ? Oui. Comment va-t-il ? Critique mais stable. Il a été trouvé inconscient ce matin par la femme de ménage de l'hôtel. Overdose de médicaments. Le monde a basculé. Overdose ? Oui. Des anxiolytiques. Une dose importante. Mon Dieu. L'inspecteur a sorti un carnet. Vous l'avez vu récemment ? Oui. Hier soir, à son hôtel. Comment était-il ? Nerveux ? Inquiet ? Mais pas suicidaire. Il vous a parlé de quelque chose ? Quelqu'un qui le menaçait ? Mon sang s'est glacé. Keller. Oui. Un homme de son passé. Vincent Keller. L'inspecteur a relevé la tête brusquement. Vincent Keller ? Vous êtes sûr ? Oui. Pierre m'a dit qu'il l'avait vu à Lyon il y a quelques semaines. Moreau a échangé un regard avec son collègue. Madame, Vincent Keller est mort en 2022. Certificat de décès officiel. Pierre m'a dit le contraire. Alors soit votre ex-mari délirait, soit quelqu'un veut lui faire croire que Keller est vivant. La peur m'a submergé. Je peux le voir ? 5 minutes, pas plus. Pierre était allongé dans un lit blanc. Des tubes partout. Un masque à oxygène. Sa peau était grise. Ses cheveux collés sur son front par la sueur. Je me suis approché. J'ai pris sa main. Elle était froide. Pierre, j'ai murmuré. Pourquoi ? Ses paupières ont frémi. Puis lentement, elles se sont ouvertes. Ses yeux verts cherchèrent les miens. Anaïs, sa voix était à peine audible sous le masque. Je suis là. Pardon. Chut. Repose-toi. Non. Écoute. Il a essayé de se redresser, mais n'a pas eu la force. Quelle heure ? Il sait. La police dit qu'il est mort. Pierre a secoué la tête faiblement. Non. Vivant. J'ai vu. Pierre, tu dois te reposer. Ses doigts ont serré les miens avec une force surprenante. Protège Julien. Promets. Je te le promets. Ses yeux se sont fermés. L'infirmière est entrée. Madame, vous devez partir. Dans le couloir, l'inspecteur Moreau m'attendait. Nous avons fouillé sa chambre d'hôtel. Nous avons trouvé ça. Il m'a tendu un bout de papier. Une note manuscrite. L'écriture de Pierre. Je suis désolé. Je ne peux plus vivre comme ça. Anaïs, pardonne-moi. Protège Julien. Mes jambes ont lâché. Moreau m'a rattrapé. C'était un suicide ? Nous ne savons pas encore. L'enquête est ouverte. Je suis rentré chez moi dans un brouillard. Julien était revenu de chez son ami. Il m'a vu et son visage s'est décomposé. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tout raconté. Pierre, l'hôpital, l'overdose. Mon fils de 13 ans m'a prise dans ses bras et m'a laissé pleurer. Il va s'en sortir ? Je ne sais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu tous les documents de Pierre, cherché un indice, une preuve, et puis je l'ai trouvé. Une photo, floue, prise à Lyon. Un homme qui ressemblait à Keller. Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose. La cicatrice. Elle n'était pas au-dessus du sourcil gauche. Elle était au-dessus du sourcil droit. Ce n'était pas Keller. Pierre s'était trompé. Ou pire, quelqu'un lui avait fait croire que Keller était vivant, pour le faire paniquer, pour qu'il revienne à Paris, pour qu'il se rapproche de moi. Mais pourquoi ? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les jours suivants ont été un cauchemar silencieux. Pierre était toujours en réanimation. Stable, disaient les médecins, mais inconscient. J'allais le voir tous les jours. 30 décembre, 31 décembre, le jour de l'an que j'ai passé seul avec Julien, entre 2 visites à l'hôpital. Le lendemain, Pierre a ouvert les yeux. L'infirmière m'a appelé. « Il est réveillé. Il vous demande. » Quand je suis entré dans la chambre, Pierre était assis, pâle, faible, mais vivant. Anaïs, Pierre, je me suis assise près du lit. Il y avait tant de choses à dire, mais je ne savais pas par où commencer. Ce n'était pas un suicide, a-t-il murmuré. Quoi ? Les médicaments. Je ne les ai pas pris volontairement. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu dire ? Ce soir-là, après ton départ, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était un homme. Il disait être de la réception.
qu'il y avait un problème avec ma carte de crédit. Pierre a fermé les yeux, se souvenant. Je l'ai laissé entrer. Erreur. Il a refermé la porte derrière lui. Il a sorti une seringue. J'ai essayé de me défendre, mais il était plus fort, plus jeune. Il m'a plaqué contre le mur. Il m'a injecté quelque chose. Après, je ne me souviens de rien. Mon Dieu. Quand je me suis réveillée ici, la police m'a dit qu'ils avaient retrouvé une note. Mon écriture. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Quelqu'un a imité ton écriture? Oui. Quelqu'un qui voulait faire croire à un suicide. J'ai pris sa main. L'homme que tu as vu à Lyon. Ce n'était pas Keller. Pierre m'a regardé, surpris. Comment tu sais? La cicatrice. Sur la photo. Elle n'est pas du bon côté. Keller avait sa cicatrice au-dessus du sourcil gauche. L'homme sur la photo l'a au-dessus du sourcil droit. Pierre a fermé les yeux. Alors j'ai été manipulé. Oui, quelqu'un voulait te faire paniquer, te faire croire que Keller te cherchait, pour que tu reviennes à Paris, pour que tu te rapproches de moi. Mais pourquoi? J'ai sorti de mon sac l'enveloppe, celle avec tous les documents. J'ai relu tout ça, plusieurs fois, et j'ai compris quelque chose. Quoi? Tu n'es pas la cible, Pierre. C'est moi. Son visage s'est décomposé. Toi? Mais pourquoi? Parce que je suis la seule chose qui compte encore pour toi. Celui qui veut te faire du mal sait que pour te détruire, il doit passer par moi. Pierre a serré ma main. Alors tu es en danger. Julien aussi. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis j'ai pris ma décision. J'ai contacté un avocat, Maître Blanchard. Il est spécialisé dans les affaires criminelles. Je lui ai tout raconté. Il va rouvrir ton dossier de 2009, prouver que tu as été extorqué, que tu as fui sous la menace. Anaïs. Et j'ai parlé à l'inspecteur Moreau. Je lui ai donné tous tes documents sur Keller. Il va enquêter, vérifier si quelqu'un usurpe son identité. Pierre me regardait avec des yeux remplis de larmes. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu avais raison. On aurait dû affronter ensemble il y a 16 ans. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut juste corriger le présent. Je ne mérite pas ton aide. Ce n'est pas une question de mérite. Ma voix était calme, ferme. C'est une question de justice. Tu as fui pour me protéger. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. 2 jours plus tard, l'inspecteur Moreau m'a convoqué au commissariat. Nous avons retrouvé l'homme qui a agressé votre ex-mari. Qui est-ce? Un petit criminel, engagé pour faire le coup. Il a parlé. Il dit qu'un homme lui a donné 5 000 € pour droguer Pierre Durand et faire croire à un suicide. Qui? Moreau a sorti une photo. Ah, vous le connaissez? J'ai regardé la photo. Un homme d'une 50aine d'années, visage anguleux, yeux froids. Non, je ne l'ai jamais vu. Son nom est Laurent Mercier, fils de Vincent Keller. Le monde s'est arrêté. Son fils? Oui, Keller est bien mort en 2022. Mais son fils a repris ses affaires, y compris ses vieilles rancunes. Il cherchait Pierre Durand depuis des années. Pourquoi? Parce que selon lui, votre ex-mari devait encore de l'argent à son père. 200 000 €, plus les intérêts. Il voulait se venger. J'ai senti la colère monter. Pierre ne doit rien. Il a été victime d'une arnaque. Je sais, c'est ce que prouve votre dossier. Laurent Mercier sera arrêté aujourd'hui. Le soir même, j'ai reçu un appel de Maître Blanchard. Madame Durand, j'ai une bonne nouvelle. Le dossier de Pierre Durand a été rouvert. Nous avons assez de preuves pour démontrer qu'il a été victime d'extorsion en 2009. Son nom sera blanchi. J'ai pleuré. De soulagement, de fatigue, de tout ce poids qui tombait enfin. Le lendemain, je suis retourné voir Pierre à l'hôpital. C'est fini, Laurent Mercier a été arrêté. Tu ne risques plus rien. Pierre a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Merci. Il y a autre chose. Ton dossier est rouvert. Tu seras blanchi. Il m'a regardé longuement. Et nous? J'ai pris sa main. Nous? Il n'y a plus de nous, Pierre. Il y a eu. Il y a longtemps. Mais trop de choses se sont passées. Trop d'années. Trop de douleurs. Je comprends. Mais je ne te déteste pas. Je ne t'en veux plus. Tu as fait ce que tu croyais juste. Et moi, j'ai vécu. J'ai aimé Damien. J'ai eu Julien. J'ai été heureuse. Pierre a souri tristement. Tu mérites d'être heureuse. Toi aussi. Nous sommes restés là, main dans la main, comme 2 vieux amis qui se disent au revoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai demandé. Je ne sais pas. Recommencer. Quelque part. Loin de Paris. Loin de tout ça. Tu as assez d'argent? Non. Mais je me débrouillerai.
J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Tiens, qu'est-ce que c'est? 10 000 euros. Pour que tu puisses repartir dignement. Trouver un appartement. Un travail. Pierre a secoué la tête. Je ne peux pas accepter. Si, tu peux. Considère ça comme une dette remboursée. Les 50 000 euros que tu as perdus en 2008, c'est tout ce que je peux faire. Il a pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Merci, Anaïs, pour tout. Quelques jours plus tard, Pierre est sorti de l'hôpital. Je suis venu le chercher. Nous avons marché ensemble jusqu'à la gare de Lyon. Il prenait un train pour Bordeaux. Un ami d'enfance lui avait proposé du travail là-bas. Sur le quai, il m'a serré dans ses bras. Sois heureuse. Toi aussi. Le train est parti. J'ai regardé Pierre s'éloigner. Encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était moi qui le laissais partir. Par choix. Pas par abandon. En rentrant chez moi, Julien m'attendait. « C'est fini, maman ?»« Oui, mon chéri, c'est fini. » Il m'a serré fort dans ses bras. « Je suis fière de toi. Papa aussi serait fier. Papa. Damien. » Mon Damien qui m'avait appris qu'on pouvait aimer après la douleur, qu'on pouvait reconstruire après la destruction. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pierre a fui pour me protéger. J'ai choisi de le protéger pour le libérer. Et maintenant, nous sommes quittes. 3 mois ont passé. Mars est arrivé avec ses premières fleurs. Les cerisiers du jardin du Luxembourg commençaient à bourgeonner. J'ai repris ma vie. Mes cours au lycée Henri IV. Mes corrections le soir. Mes dimanches avec Julien au parc Montsouris. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais plus légère. Comme si un poids invisible avait été ôté de mes épaules. Un matin d'avril, j'ai reçu une lettre. De Bordeaux. L'écriture de Pierre. Chère Anaïs, je t'écris de mon nouveau chez moi. Un petit appartement près des quais de la Garonne. C'est modeste, mais c'est à moi. J'ai trouvé du travail dans une librairie. Rien de glorieux, mais honnête. Je vis, simplement. Je dors bien pour la première fois depuis 16 ans. Merci. Pour tout ce que tu as fait. Pour avoir cru en moi quand même, moi je n'y croyais plus. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je vais bien. Que je recommence. Que ta bonté ne sera pas gaspillée. Sois heureuse, Anaïs. Tu le mérites plus que quiconque. Pierre. J'ai plié la lettre lentement. Un sourire est né sur mes lèvres. Pierre allait bien. C'était suffisant. Le même jour, Maître Blanchard m'a téléphoné. Madame Durand, j'ai des nouvelles. Laurent Mercier a été condamné. 5 ans de prison pour tentative d'homicide et extorsion. Et Pierre? Son dossier est officiellement clos. Aucune charge contre lui. Il est libre. La justice. Enfin. Quelques semaines plus tard, en mai, j'ai croisé par hasard l'inspecteur Moreau dans la rue, près du Panthéon. Madame Durand, comment allez-vous? Bien. Et l'enquête? Terminée. Nous avons découvert que Laurent Mercier avait orchestré tout un stratagème. Il avait engagé un sosie de son père pour effrayer votre ex-mari. Il voulait le pousser au suicide. Heureusement, vous êtes intervenu à temps. Et l'argent? Les 200 000 euros que Keller réclamait? Moreau a souri tristement. Il n'y avait pas d'argent. Keller avait inventé cette dette pour manipuler Philippe Marchand. Pierre Durand n'a jamais rien dû à personne. Il a été une victime du début à la fin. Une victime. Pierre avait fui pendant 16 ans pour une dette imaginaire, pour protéger une femme d'un danger qui n'existait plus. La vie était cruelle, mais elle était aussi juste, à sa façon. En juin, Julien a terminé sa 4e avec d'excellentes notes. Pour fêter ça, nous sommes partis 1 semaine à Deauville, l'endroit où Damien, Julien et moi avions été heureux autrefois. Sur la plage, Julien jouait dans les vagues. Je le regardais. Mon fils, mon trésor, fruit de mon amour avec Damien. « Maman !» Il courait vers moi, tout mouillé, riant aux éclats. « Tu as vu? J'ai attrapé un crabe. Fais attention, il va te pincer. » Nous avons ri ensemble. Un rire léger, insouciant. Le soir, dans notre chambre d'hôtel, Julien m'a posé une question. « Maman, tu penses encore à Pierre ?» J'ai réfléchi avant de répondre. « Oui, parfois, mais pas avec colère. Avec compréhension. Tu lui as pardonné ? Je crois, oui. Papa t'aurait dit que c'était bien. Mon cœur s'est serré. Oui, ton papa était comme ça, généreux. Bon, tu l'aimais plus que Pierre ? La question m'a surprise. Je les ai aimés différemment. Pierre, c'était la passion de la jeunesse. Damien, c'était l'amour mûr, celui qui guérit, celui qui construit. Julien a hoché la tête gravement. Je suis content que tu aies épousé papa. Sinon, je ne serais pas né.
J'ai souri à travers mes larmes. Moi aussi, mon chéri. Moi aussi. Un jour de juillet, j'ai reçu un email de Pierre. Court, simple. Anaïs, je voulais te dire, je vais me remarier. Une femme que j'ai rencontrée à la librairie. Elle s'appelle Sylvie. Elle est veuve aussi. Nous comprenons nos douleurs mutuelles. Je voulais que tu le saches. Pierre. J'ai relu l'email 3 fois. Puis j'ai souri. Pierre refaisait sa vie. C'était bien. C'était juste. J'ai répondu simplement « Toutes mes félicitations, Pierre. Sois heureux. » En août, ma mère m'a rendu visite. Nous avons pris le thé sur le balcon. Elle regardait Paris avec ses yeux fatigués. « Tu sais, ma chérie, je suis fière de toi. Pourquoi ? Pour ce que tu as fait pour Pierre. Beaucoup de femmes à ta place auraient laissé tomber, auraient laissé la rancune gagner. Je n'ai pas fait ça pour lui. Je l'ai fait pour moi, pour pouvoir dormir en paix. » Ma mère a hoché la tête. C'est exactement ce que je veux dire. Tu as choisi la paix plutôt que la vengeance. C'est rare. C'est beau. Nous sommes restés silencieuses un moment. Puis elle a ajouté doucement. Damien serait fier de toi aussi. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu crois ? J'en suis certaine. En septembre, la rentrée est arrivée. Julien entrait en 3e. Moi, je reprenais mes classes de première. Tout redevenait normal. Routine. Vie. Mais quelque chose avait changé. Dans mes cours de littérature, je parlais différemment de la justice, du pardon, de la rédemption. Mes élèves sentaient cette différence. « Madame, vous avez l'air plus sereine », m'a dit une élève un jour. « C'est vrai ? » « Oui. Avant, vous parliez de justice comme d'une vengeance. Maintenant, vous en parlez comme d'un équilibre. » Un équilibre. C'était exactement ça. Un soir d'octobre, j'ai reçu un dernier email de Pierre. « Anaïs, je voulais te dire quelque chose. Laurent Mercier, le fils de Keller. Tu te souviens ? Il vient d'être libéré. Remise de peine pour bonne conduite. 3 ans au lieu de 5. Mon sang s'est glacé une seconde. Puis je me suis calmée. Il est sorti, mais il est brisé. J'ai appris par l'inspecteur Moreau que sa femme l'a quitté. Ses enfants ne veulent plus lui parler. Son entreprise a fait faillite. Il a tout perdu. Il voulait me détruire. Finalement, c'est lui qui s'est détruit. La vie a fait justice. Mieux que n'importe quel tribunal. Je voulais que tu saches, pour que tu dormes tranquille. Pierre, j'ai fermé l'ordinateur lentement. Laurent Mercier, l'homme qui avait voulu tuer Pierre, l'homme qui m'avait mise en danger, moi et mon fils. Il avait tout perdu, sa famille, son argent, sa réputation. Je n'ai ressenti ni joie ni peine, juste une constatation froide. La vie donne, la vie reprend. On récolte ce qu'on sème. Laurent avait semé la haine. Il récoltait la solitude. Pierre avait semé la protection. Il récoltait la paix. Moi, j'avais semé le pardon. Je récoltais la sérénité. C'était aussi simple que ça. Elle m'avait mise en danger, moi et mon fils. Des années plus tard, j'ai appris qu'il avait tout perdu. Sa famille, son travail, sa dignité. Je n'ai ressenti ni joie ni peine. Juste la confirmation que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Nous sommes maintenant en décembre 2024. 1 an exactement depuis ce soir de Noël où Pierre a sonné à ma porte. 1 an. 365 jours. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie entière. Je suis assise dans mon salon. La même place où j'étais il y a 1 an. Mais tout est différent maintenant. Julien est dans sa chambre. Il prépare ses examens de 3e. Dans quelques mois, il choisira son lycée. Il grandit si vite. Parfois, il me parle de Damien. Des souvenirs qu'il a gardés, une promenade au parc, une histoire avant de dormir, le rire de son père. Tu sais, maman, même si je ne me souviens pas de tout, je sais qu'il m'aimait. Oui, mon chéri, il t'aimait plus que tout. Ces conversations me font du bien. Elles gardent Damien vivant, dans nos cœurs, dans nos mots. Pierre m'envoie des nouvelles de temps en temps, de courtes lettres, des emails, bref. Il s'est marié avec Sylvie en novembre. Une cérémonie simple, quelques amis, beaucoup de larmes heureuses. Il m'a envoyé une photo, lui et Sylvie devant la mairie de Bordeaux, tous les deux souriants, un peu gênés, comme 2 adolescents. Je suis heureuse pour lui. Sincèrement, il a eu une seconde chance. Il l'a saisie. C'est tout ce qui compte. Hier, j'ai reçu une lettre de Laurent Mercier. Oui, l'homme qui avait voulu tuer Pierre, l'homme qui m'avait mise en danger. Il écrivait de sa petite chambre à Lyon, seul, sans famille, sans travail. Madame Durand,
Je sais que je n'ai pas le droit de vous écrire, que mes mots ne changeront rien à ce que j'ai fait, mais je voulais vous dire que je suis désolée, profondément désolée. J'ai passé ma vie à poursuivre une vengeance qui n'avait pas lieu d'être. Mon père était un criminel. Il a détruit des vies, dont celle de votre ex-mari. Et moi, aveuglée par la loyauté filiale, j'ai continué son œuvre de destruction. J'ai tout perdu. Ma femme, mes enfants, mon entreprise, ma dignité. Mais le pire, c'est que j'ai perdu mon humanité, en voulant faire payer quelqu'un d'innocent. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que je regrette, que si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On peut juste essayer de devenir meilleur. Laurent Mercier. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai posée sur la table. Est-ce que je lui pardonnais? Je ne savais pas, mais je ne ressentais plus de colère, plus de peur, juste de la tristesse, pour lui, pour toutes ces vies gâchées par la haine. J'ai pris une feuille, j'ai écrit quelques mots. Monsieur Mercier, votre lettre m'a touché, non pas parce qu'elle efface ce que vous avez fait, mais parce qu'elle montre que vous avez compris. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux donner ou refuser. C'est un chemin que chacun doit parcourir seul. Vous avez perdu beaucoup. Peut-être que cette perte vous apprendra ce que votre père n'a jamais pu vous enseigner, que la violence ne mène qu'à la destruction, que la haine ne construit rien. Je ne sais pas si vous trouverez la paix un jour, mais je vous souhaite de la chercher. Anaïs Durand. J'ai posté la lettre le lendemain. Ce soir, Julien et moi décorons le sapin de Noël. Comme chaque année, les mêmes boules, les mêmes guirlandes, la même étoile dorée au sommet. « Tu te souviens de l'année dernière ?» demande Julien en accrochant une boule rouge. « Oui, c'était bizarre, non? Que Pierre revienne comme ça. »« Oui, très bizarre. Tu es contente qu'il soit revenu ?» La question me prend au dépourvu. Je ne sais pas si je suis contente, mais je suis en paix. Grâce à son retour, j'ai pu fermer un chapitre. Comprendre, pardonner. Julien hoche la tête pensivement. Papa disait toujours qu'il faut fermer les portes avant d'en ouvrir de nouvelles. Ton papa était un sage. Nous finissons le sapin en silence, puis nous nous asseyons sur le canapé. Julien pose sa tête sur mon épaule. Maman? Oui? Tu crois qu'on peut aimer plusieurs personnes dans une vie? Oui, on peut, différemment, mais profondément. Et ça ne rend pas le premier amour moins important? Non, ça le rend juste différent. Chaque amour a sa place. Chaque personne laisse sa marque. Julien se tait un moment. Alors papa aura toujours sa place? Toujours. Cette nuit-là, je ne dors pas tout de suite. Je reste à la fenêtre. Je regarde Paris illuminé par les décorations de Noël. Quelque part dans cette ville, il y a des femmes qui souffrent, qui ont été abandonnées, trahies, brisées. Je pense à elles. Je voudrais leur dire, vous survivrez, vous vous relèverez. La douleur ne dure pas éternellement. Je voudrais leur dire, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Je voudrais leur dire, vous méritez d'être heureuse, malgré tout, malgré ceux qui vous ont fait du mal. Mais surtout, je voudrais leur dire, vous n'êtes pas seuls, nous sommes des milliers, des millions de femmes qui ont survécu, qui ont reconstruit, qui ont transformé la douleur en sagesse. Et c'est cette sagesse que je veux transmettre aujourd'hui. La vie n'est pas juste. Les gens nous blessent, nous abandonnent, nous trahissent. Mais nous avons le choix, toujours, le choix de rester prisonnières de la haine ou de nous libérer par le pardon. Le choix de nous voir comme des victimes ou comme des survivantes. Le choix de fermer notre cœur ou de le garder ouvert malgré tout. Moi, j'ai choisi de pardonner. Pas pour Pierre, mais pour moi. J'ai choisi de comprendre, pas pour excuser, mais pour guérir. J'ai choisi de vivre, pas dans le passé, mais dans le présent. Et aujourd'hui, à 61 ans, je peux dire que je suis heureuse. Pas d'un bonheur parfait, pas d'une vie sans cicatrices, mais d'un bonheur réel, construit sur la vérité, sur l'acceptation, sur la paix. Pierre a disparu pendant 16 ans pour me protéger. Il est revenu pour s'expliquer. Moi, j'ai choisi de le protéger à mon tour, pour me libérer. Et maintenant, nous sommes tous les deux libres. Lui avec sa nouvelle vie à Bordeaux, moi avec ma vie ici, à Paris. Deux chemins qui se sont croisés, séparés, recroisés et séparés à nouveau, mais cette fois, sans rancune, sans regret, juste avec de la gratitude. Gratitude pour ce que nous avons vécu ensemble, gratitude pour ce que nous avons appris séparément.
Gratitude pour cette deuxième chance de nous dire au revoir, dignement. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle mérite mieux, qu'elle peut reconstruire, qu'elle n'est pas seule, alors tout cela aura eu un sens. Demain, c'est Noël. Julien et moi irons déjeuner chez ma mère. Nous rirons, nous mangerons trop, nous raconterons des histoires, nous vivrons, simplement, pleinement, parce que la vie continue, toujours. Et moi, Anaïs Durand, 61 ans, professeure de littérature, mère de Julien, veuve de Damien, ex-femme de Pierre, je continuerai, avec mes cicatrices, avec ma sagesse, avec mon cœur ouvert, parce que c'est ça, vivre, vraiment vivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, elle change toute une vie. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.